Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Chemin Israël. Une émission que nous aimerions consacrer aujourd'hui à un anniversaire. En l'occurrence, celui de la découverte, il y a 70 ans exactement, peut-être jour pour jour, même à l'heure où je vous parle, des tout premiers manuscrits de la Mer Morte. Une découverte, fruit du hasard bien sûr, que beaucoup considèrent, probablement avec raison, comme une des plus fabuleuses des découvertes archéologiques du XXe siècle. En tout cas, en matière de textes bibliques, quelque chose comme l'équivalent, mais cette fois-ci en matière d'objets, de la tombe de Toutankhamon. Rien que ça. Et si l'on veut prendre, mesdames, messieurs, la mesure de cette découverte, il convient, que je vais essayer de vous expliquer bien sûr, il me semble qu'on devrait l'évoquer sur des plans successifs, deux plans. Celui d'abord de la véritable saga historico-archéologico-politique que cette découverte a impliquée. Ensuite aussi, évidemment, il faudra parler de la signification des 100 000, je dis bien, fragments de manuscrits qui sont issus de 970 ouvrages exhumés des grottes qui entourent, au bord de la mer Morte, les ruines de ce qu'on appelle le Khirbet Qumran, c'est-à-dire les ruines de Qumran. Alors donc, si vous voulez, commençons par dire comment les choses ont commencé. Eh bien voilà, souvent, comme ça arrive dans cette histoire-là, par un pur hasard. Mais peut-être même avant de raconter le hasard, voyons un peu le cadre géographique même où la découverte a eu lieu. Eh bien, elle nous conduit, cette découverte, sur les bords, bien sûr, de la mer Morte, qui est, vous savez, tout le monde le sait, le point le plus bas de l'écorce terrestre. On est à moins 430 mètres. En un lieu qui aujourd'hui se situe en Israël, en l'occurrence au nord, et la découverte a eu lieu au nord du Wadi Qumran, un endroit désertique et escarpé, fait de falaises marneuses, un lieu, mesdames, messieurs, où la température grimpe parfois facilement jusqu'à 40-45 degrés. Or, voici qu'un jour, du mois de mars 1947, peut-être aujourd'hui même, on ne sait pas exactement le jour et l'heure, un certain Mohamed Eddin Dib, un bédouin berger de la tribu des Tahamireh, qui campe d'ailleurs dans la région, perd de vue une de ses petites brebis. Alors il la cherche, il ne la trouve pas, il s'inquiète, et il se demande, bien normalement, si elle ne serait pas tombée dans un des trous, là quelque part, de ces nombreux trous, des anfractuosités de rochers que compte la falaise. Alors, pour s'en assurer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un caillou et il lance ce caillou dans un des trous, comme ça, tout proche de lui, et à sa surprise, et à sa grande frayeur même, au lieu d'entendre en retour une sorte de bêlement de l'animal, il entend un bruit de poterie brisée. Des fantômes peut-être. Alors étonné, malgré tout il ose prendre le courage de s'introduire dans la cavité, dans l'ouverture, et il y découvre quelque chose. Quoi? Sa petite brebis? Non, non, pas du tout. Il y découvre d'abord des jarres en terre cuite, exactement comme celles qui sont ici devant moi, on l'en voit à l'écran aussi, et voilà que ici, sauf bien entendu que ceci est une réduction au tiers, ces vraies jarres sont 2-3 fois cette dimension-ci, et dans ces jarres, il découvre d'abord 3 rouleaux de cuir, en cuir, recouverts de ce qu'il prend pour des gribouillis, et enveloppés de tissus qu'il aura dit malodorants. Alors se disant qu'il pourrait peut-être tirer un petit peu d'argent de la vente du cuir qu'il a trouvé, il emporte sa trouvaille. 4 mois passent. 4 mois plus tard, en juillet 1947, il revient à la grotte avec quelques amis. Il y a 2 ou 3, ils vont alors vider l'endroit de ce qu'il pouvait encore contenir et ils partent avec tout ça pour Bethléem. Alors pourquoi Bethléem? Eh bien, c'est qu'ils connaissent à Bethléem un cordonnier nommé Khalil Iskander Sahi, surnommé Kando, qui est un chrétien syrien, à qui ils veulent vendre les manuscrits au titre de cuir réutilisable pour faire des semelles. Kando les leur achète pour 2 fois rien, pour quelques livres palestiniennes. Seulement voilà, Kando n'est pas seulement cordonnier, il est également trafiquant d'antiquités. Et donc il se demande, Kando, si ces parchemins gribouillés de lignes d'écriture n'ont pas peut-être quelque valeur marchande. Et comme il est chrétien syriaque, il se dit que ces textes pourraient peut-être bien être du syriaque, précisément. Alors en secret,
parce que vous savez que les Anglais, qui ont encore pouvoir sur la Palestine sous mandat, répriment sévèrement les fouilles clandestines. Donc en secret, il va les montrer au métropolite Athanase Samuel, qui est le supérieur du couvent Saint-Marc de Jérusalem. Samuel examine les rouleaux et les soupçonne d'être écrits en hébreu, et donc peut-être d'être intéressants. Et il commence à les marchander avec Kando, et finalement, il les achète pour une centaine de dollars. Au total, à ce moment-là, avec un rouleau de plus déniché quelque part parce que les Bédouins refusent de révéler l'endroit, évidemment, de la découverte, Athanase possède déjà 3, peut-être 4 rouleaux. Alors, encouragés par la vente, les Bédouins trouvent alors encore 4 autres rouleaux. Au total, en juillet-août 1947, 7 ou 8 rouleaux sont déjà exhumés. C'est évidemment beaucoup. C'est beaucoup quand on veut garder le secret d'une telle découverte et que certains veulent en tirer de l'argent. Et le bruit va donc se répandre que des manuscrits anciens circulent en sous-main. Et forcément, un jour, le bruit arrive aux oreilles de Éléazar Soukenik, professeur d'archéologie et d'épigraphie sémitique à l'Université hébraïque de Jérusalem. À ce moment-là, il faut s'en souvenir, nous sommes fin novembre 1947, un temps où la tension politique va devenir extrême en Palestine, parce que les Anglais avaient annoncé qu'ils quitteraient bientôt la région et qu'ils laisseraient les Juifs et les Arabes en conflit se débrouiller tout seuls. Et peu après viendra l'heure, bien sûr, on se souvient aussi, ou les plus âgés d'entre nous se souviennent en tout cas, du plan de partage de la Palestine par l'ONU et les violences qui en résulteront. Alors pour essayer de freiner ces violences, à Jérusalem par exemple, les Anglais vont séparer par des barbelés les quartiers juifs et arabes. Et c'est dans ce contexte que Soukenik va essayer d'opérer. Il va donc donner rendez-vous à un intermédiaire arménien chargé de négocier les manuscrits. Alors où, devinez, dans la rue, devant la porte de Jaffa, en pleine rue, au milieu de la foule. L'homme va lui montrer un petit fragment de texte, un tout petit fragment de texte, où Soukenik, qui est professionnel, reconnaît très vite des caractères hébraïques, des caractères parfois utilisés au 1er siècle, donc à l'époque de Jésus de Nazareth, tout en se disant que les manuscrits dont les échantillons étaient issus pouvaient, eux, être des faux. Après tout, pourquoi pas, on en fabriquait déjà beaucoup à l'époque. Mais il s'est dit aussi en même temps, c'est lui qui l'a raconté bien sûr, que si les manuscrits étaient authentiques, ils seraient alors les plus anciens jamais retrouvés et de 1000 années plus anciens, plus vieux que la plus vieille Bible hébraïque existante, même si elle est fragmentaire, vous savez, c'est celle d'Alep, qui date, elle, de l'an 895 de l'ère chrétienne. Donc, qui représente un trou, il y a un trou évidemment de 1000 ans entre la fin de l'époque biblique et le manuscrit le plus ancien que nous en possédions. Donc on comblerait 1000 années d'absence de texte. Alors, voulant en savoir plus, Soukenik va se risquer alors à traverser les barbelés pour aller examiner dans la boutique de l'Arménien les fragments un peu plus importants que Kando avait confié à cet Arménien, qui est son intermédiaire. Et l'examen auquel Soukenik va se livrer va lui révéler à quel point ces manuscrits pouvaient être vrais, authentiques, et surtout, s'ils sont authentiques, alors un trésor incroyable. Parce que grâce à eux, se disait Soukenik, et c'est vrai, celui qui les posséderait ferait reculer les connaissances bibliques de quelques 1000 années. Soukenik voudra donc, tout à hasard quand même, acheter les manuscrits. Mais voilà, pour pouvoir éventuellement les acheter, il fallait se rendre à Bethléem, à la boutique de Kando, le cordonnier antiquaire. Et il y avait du risque. Eh bien, malgré les risques, effectivement, qui sont dus au conflit que je viens d'évoquer, Soukenik fera le voyage et ira chez Kando, à qui il achètera 3 rouleaux qu'il ramènera, alors figurez-vous bien, c'est dérisoire, sous le bras, enveloppé dans du papier journal. La date est importante, c'était le 29 novembre 1947, le jour même où l'ONU adoptait la résolution 181, ou 81, c'est-à-dire celle du partage de la Palestine. C'est la fameuse résolution qui ouvrira ensuite la voie à la création de l'État d'Israël. Alors, rentré chez lui, Soukenik va commencer à déchiffrer les 3 manuscrits qu'il avait achetés et qui, effectivement, lui permettaient de remonter le temps, donc depuis son époque, de 2000 années en arrière.
Imaginez un peu son émoi. Lui, un émoi doublé d'ailleurs de voir ça, et puis doublé du fait que c'est précisément ce jour-là que le partage de territoire avait eu lieu. Vous savez, l'histoire a parfois de ces clins d'œil, n'est-ce pas, qui nous étonneront toujours. Moi, en tout cas, l'histoire m'étonne tous les jours. Et Soukenik possédait donc, jusque-là, 3 manuscrits. Il en restait encore 4 autres, évidemment, ailleurs, peut-être chez le métropolite Athanas Samuel. Et sans doute d'autres encore dans leur cachette. Bah oui, mais cachette, mais où? La question restait sans réponse, parce que les Bédouins refusaient toujours d'indiquer le lieu de leur trouvaille. Et puis, la région de Qumran allait devenir inaccessible bientôt, parce que le territoire attribué par le plan de partage à la création d'un État arabe, ce territoire, mesdames, messieurs, sera annexé pour les 17 années à venir par la Jordanie. Bref, la source des manuscrits, où qu'elle puisse se trouver cette source, allait échapper aux Israéliens, voire aux Juifs, bien sûr. Et cette frustration va jouer un rôle, parce que cette frustration va attiser la chasse aux manuscrits et une chasse au trésor qui va commencer et qui va durer depuis ce jour-là pas moins de 19 années. Et comment? Eh bien, voilà. Eh bien, en janvier 1948, Soukenik va apprendre que 4 des manuscrits étaient effectivement détenus au courant Saint-Marc de Jérusalem. Il ira donc trouver le métropolite Samuel pour le convaincre de les lui vendre. Mais voilà, troublé par des experts qui tenaient les rouleaux pour des faux et d'autres qui les tenaient pour des vrais, valant alors des millions de dollars, Samuel n'arrivera pas à fixer un prix. Et pendant que Samuel et Soukenik marchandaient à l'intérieur du couvent, dans la rue, c'était la guerre, on se tirait dessus. On tirait sur tout, même sur le couvent Saint-Marc. Alors pour sauver ces manuscrits, Samuel va décider, cette opération de sauvetage, si je puis dire, et de les exfiltrer vers les États-Unis. Il y arrivera d'ailleurs en passant par Beyrouth, et c'est à New York qu'on va le retrouver. À New York, il va essayer de les vendre en faisant monter les prix. Évidemment, même si c'est la guerre, on apprend les choses. Et la Jordanie, tout en guerre avec Israël, apprendra effectivement qu'on est en train de marchander. Et l'État jordanien, le royaume jordanien, va revendiquer les manuscrits, la propriété de ces textes. Alors très inquiet, déçu, craignant que ça lui échappe. Et pour en finir, alors souriez si vous voulez, parce que c'est bien ce qui est arrivé, Samuel mettra une petite annonce dans le Wall Street Journal disant qu'étaient à vendre de vieux manuscrits anciens, excellent comme cadeau à faire à une institution religieuse. Vous vous rendez compte? Ça n'a pas échappé à quelqu'un. Un acheteur est venu se présenter qui va en offrir rien moins que 250 000 $ de 1948. C'était une somme importante. Et Samuel, heureux du dénouement, va accepter. Plus tard, on apprendra que l'acheteur était un inconnu envoyé par Igal Yadin, lequel était archéologue, commandant dans l'armée israélienne et, accessoirement, le fils d'Éléazar Soukenik. Le jeune État d'Israël possédait maintenant 7 manuscrits au total, tous trouvés dans la grotte Q1, la première des grottes découvertes. Il y en aura encore 10 autres, au total 11, et une 12e grotte, figurez-vous, on en parlera tout à l'heure, je crois, trouvée il y a 3 semaines à peine, là maintenant. Alors pour les abriter, l'État d'Israël va construire à Jérusalem le fameux sanctuaire du livre que tout le monde connaît, bien sûr, où l'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui le rouleau complet du livre d'Isaïe exposé dans toute sa splendeur. Bien. Et puis, à partir de là, l'hystérie va se déclencher. Parce que partout dans le monde savant, il se dira que d'autres manuscrits devaient quand même exister quelque part et qu'il fallait les trouver. Ici entrera en scène un de nos compatriotes, un Belge, le comte Philippe Lippens, observateur de l'ONU en Palestine. Et Lippens va s'apercevoir que la Légion arabe, donc celle qui combattait Israël, avait en son sein des Bédouins Tahamirais, de la tribu même de ceux qui avaient trouvé les premiers manuscrits. Alors, usant de toute sa diplomatie ou de sa persuasion, on ne sait pas trop, il réussira à les convaincre de livrer leurs secrets. Et les Bédouins conduiront alors effectivement à la grotte Lippens, et Lippens sera le premier Européen et le 3e homme depuis l'Antiquité à mettre les pieds dans la grotte du Trésor. L'endroit désigné se situe donc au Wadi Qumran,
tout près des mystérieuses ruines du Khirbet Qumran, qu'on identifiera alors un peu vite sans doute avec le monastère des Esséniens. Vous savez, un groupe d'ermites juifs mentionné dans l'Antiquité déjà par Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, Pline l'Ancien, mais pas trop connu pour le reste. Ce sera le père Roland de Vaux, un dominicain français, qui alors prendra la direction des fouilles scientifiques qu'il faudra mener très très vite, parce que de leur côté, les Bédouins fouillaient également, et de manière clandestine. Et une véritable course alors va s'engager entre les archéologues professionnels et les clandestins. Fouillée sur 8 km de long, la paroi de la falaise livrera 70-70 cavités, dont 40 avaient été habitées au moins dans l'Antiquité, et dont beaucoup contenaient des fragments de manuscrits et des jarres, encore une fois, comme celle que j'ai ici devant moi. Et c'est ainsi que la grotte Q3, dans la numéro 3, va livrer un très mystérieux rouleau qui n'était pas en cuir, mais en cuivre, et qui recensait les caches d'un véritable trésor, évalué aujourd'hui à 200 tonnes d'or et d'argent, dont on n'a, pour l'instant en tout cas, rien retrouvé, heureusement d'ailleurs. Imaginez la chasse au trésor. Et puis, ce sera la grotte numéro Q4 qui retiendra l'attention. Celle qui se trouve en contrebas des ruines de Qumran, celle que l'on donne aujourd'hui à voir aux visiteurs du site. Alors, en partie vidée bien sûr par les Bédouins, à l'insu même du père de Vaux, souvent l'après-midi pendant que le père somnolait, son contenu sera vendu sur le marché noir, notamment via le fameux cordonnier Kando. Les archéologues vont trouver le reste, et c'est ainsi, et ainsi de suite. Et ça ira ainsi en alternance jusqu'en 1956, qui est la date de la découverte de la 11e grotte, vidée par les Bédouins, qui y ont trouvé des rouleaux en excellent état. Certains de ces manuscrits vont aboutir alors au musée Rockefeller de Jérusalem-Est, près de la porte de Damas, qui était tenu par des religieux catholiques français, anglais et américains. Avec le père de Vaux, d'ailleurs, à leur tête. Et ce seront ces savants-là qui, les premiers, vont s'attacher à rassembler, éditer, traduire et commenter ces manuscrits, soit combien le nombre important qu'ils avaient, sauf bien sûr les 7 autres manuscrits qui, eux, alors étaient détenus par l'État d'Israël. Ce travail se fera, vous imaginez, sans peine. Et pas sans peine, au contraire. Parce que pour rassembler tout ça, il fallait évidemment avoir des talents de joueurs de puzzle, n'est-ce pas, de construction de puzzle. Il y en avait des milliers, souvent sous forme de confettis, même a-t-on dit. Et surtout, le plus grave, c'est qu'il fallait pour faire le confetti, pour rassembler les confettis, pour faire le puzzle, retrouver des pièces éparses, détenues un peu partout par les Bédouins et par les habitués de cette espèce de commerce de marché noir. Or, le prix de ces confettis avait grimpé, alors tenez-vous bien, à $1 le centimètre carré. Un prix impayable, évidemment, que le musée Rockefeller n'arrivera pas à assumer, c'est clair. Le musée va alors se tourner vers des institutions étrangères, européennes notamment, et américaines, qui seront sollicitées, et des fragments plus ou moins importants de ces manuscrits vont alors quitter le musée Rockefeller. Un musée que la Jordanie, qui était la puissance annexionniste et occupante de la Cisjordanie, va nationaliser. Le résultat de cette décision sera imprévu. En effet, le 10 juin 1967, tout le monde le sait, les Israéliens vont gagner la guerre des 6 jours et donc conquerront la Cisjordanie. Qumran passera alors en zone israélienne, le musée Rockefeller aussi, et Bethléem également. Et à Bethléem, où l'on retrouvera, à Bethléem, on retrouvera dissimulé dans l'arrière-boutique de Kando le plus extraordinaire des rouleaux, à savoir le rouleau du Temple. Un texte dans lequel se trouvait décrit le 3e temple, celui prophétisé par Ézéchiel, et son nouveau culte non sacrificiel. Alors à partir de là, il faut savoir aussi, selon la Convention internationale de La Haye, Israël, puissance détenant l'exercice de l'autorité sur la région, devait protéger les biens culturels jordaniens, parmi lesquels aussi les manuscrits déposés au musée Rockefeller. Le travail d'édition pouvait donc se poursuivre, mené au musée du moins par l'équipe du père de Vaux.
et le matériel rassemblé était immense, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le répéter, 100 000 manuscrits, fragments bien entendu, issus de presque 1000 ouvrages, manuscrits, livres en amont évidemment, dont 220 textes bibliques. En fait, mesdames, messieurs, tous les livres de la Bible, excepté celui d'Esther, et présentant des ressemblances très très frappantes avec ce qui nous est parvenu aujourd'hui. À quoi venaient s'ajouter des textes inconnus, propres à leurs auteurs, considérés par certains, comme le père de Vaux l'avait fait, et Dupont-Sommer, grand chercheur français aussi de l'époque, comme les Esséniens, cette secte juive étrange, faite d'ermites, connue dans l'Antiquité pour son extrême piété, sa rigueur morale et sa rupture avec la caste des prêtres de Jérusalem, et qui était dirigée par un non moins mystérieux personnage, sur lequel on s'interroge encore aujourd'hui, nommé le maître de justice. Un maître de justice qui aurait vécu un siècle avant Jésus de Nazareth et qui aurait connu une passion comparable à la sienne. D'où, il faut le dire, l'émoi dans le monde chrétien des années 1950-60, où l'on a pu craindre que ce personnage modèle vienne compromettre l'idée de l'originalité absolue de Jésus. Alors, divers manuscrits évoquaient ce personnage et les usages des Esséniens, dont le manuscrit dit de Damas, le rouleau du temple dont je viens de parler, le manuel de discipline qui expliquait comment il fallait vivre dans cette communauté, le livre de la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, les fils de la lumière étant les auteurs du texte, peut-être esséniens, les fils des ténèbres étant les autres, notamment les grands prêtres du temple de Jérusalem. Le temps nous manque, bien entendu, pour commenter tous ces livres, ça va de soi. Disons seulement que ces livres jettent une lumière nouvelle sur le bouillonnement messianique extraordinaire et apocalyptique du monde juif de l'époque de Jésus de Nazareth, avant lui et encore après lui, puisque ces manuscrits sont datés, aujourd'hui on le sait, de moins 250 à plus 70. Et le rapport principal tient en fait dans la confirmation d'abord de la très bonne qualité des recopiages bimillénaires des manuscrits de la Bible et de la variété, au fond assez peu soupçonnée, de la pensée juive de l'époque. Ils ont également permis, mesdames, messieurs, de retrouver des textes perdus, comme par exemple la version hébraïque du psaume 151. Il n'y a que 150 psaumes, on a retrouvé le 151e. Et la version hébraïque également, donc originale, du livre biblique de l'Ecclésiastique, qu'on ne confondra pas avec l'Ecclésiaste, bien sûr. Enfin, que l'on se rassure, malgré le scandale déclenché par des soupçons de collusion supposés entre l'État d'Israël et le Vatican, visant à garder un terrible secret concernant Jésus, aucun texte ne remet en cause l'existence terrestre du prophète de Nazareth. Quant à l'identification des ruines de Qumran avec le site des Esséniens, eh bien, les études les plus récentes émettent maintenant, à ce sujet, quelques doutes. Quelques doutes notamment en raison de décorations luxueuses qu'on vient de découvrir dans les ruines. Reste alors à savoir qui habitait là et qui donc étaient les déposants de ces manuscrits dans les grottes et pourquoi ils l'ont fait. Pour les sauver des Romains lors de la révolte de 66? Peut-être. Étaient-ce des livres des Esséniens? Peut-être. La question est d'autant plus pertinente que le mot essénien n'apparaît dans aucun des 100 000 manuscrits que nous possédons, fragments que nous possédons. S'agissait alors d'autre chose. Peut-être même, on dit certains, d'une grande bibliothèque de Jérusalem, voire la bibliothèque du Temple. Alors, malgré des dizaines de livres déjà publiés là-dessus, à ce sujet, aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous n'avons plus aucune certitude. Et de nos jours, on remet sur le métier toute la réflexion à propos de Qumran et des manuscrits. Surtout que, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un mois à peine, le 18 février 2017 passé, une 12e grotte vient d'être découverte, précisément à Qumran, pas très loin de la grotte des premières trouvailles, et qui contenait 2 rouleaux de parchemin, mais malheureusement dépourvus de texte. Et l'on cherche la 13e grotte, voire la 14e. Que révéleront-elles quand on les trouvera? Peut-être le saurons-nous dès notre prochaine émission. En attendant, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs, à la redécouverte des manuscrits de la mer Morte qui gardent donc une très grande part encore de leurs secrets. Au revoir et à bientôt.